Je vous remercie de m'avoir associé à à ce CEC de lithiase urinaire et le collège d'urologie. Je vais parler de la lithotritie extracorporelle. Donc, le calcul urinaire représente 10% de la population, surtout en France, et c'est le traitement par lithotritie extracorporelle est indiqué dans 80% des cas actuellement. On voit très bien que la lithotritie extracorporelle, elle a pris de l'ampleur dans les années 2000 et elle a traité presque la majorité des calculs. Et puis, de plus en plus, on trouve l'urotéroscopie souple qui essaie de la dépasser vers les années 2012. Ce sont des analyses de la population française. Donc, le principe de la lithotritie extracorporelle. Donc, le mécanisme, c'est une fabrication, une focalisation et une diffusion des ondes de choc. Ce sont des ondes acoustiques d'une durée moyenne de 400 nanosecondes et d'une pression qui s'élève jusqu'à 1500 bars. Donc, il y a une surpression de 30 nanosecondes suivie d'une dépression de 300 nanosecondes. En fait, c'est un phénomène de cavitation du gaz dissous dans le tissu et il y aura une formation de bulles de gaz autour du calcul qui permet une distorsion et une pression au niveau du calcul pour avoir une fragmentation avec des fragments moins de 2 mm. En fait, les ondes de choc, ce sont des ondes acoustiques et les ondes de choc, c'est représenté comme les ondes émises par un tambour. Alors que il y a d'autres ondes acoustiques qui sont les ultrasons, qui sont produits par les instruments musicaux et ça donne quelque chose de sinusoïde et ça permet une destruction des choses si elle arrive à la stimulation de l'objet. On voit très bien que une onde incidente qui vient en regard d'un calcul va faire des ondes dérivées, des ondes de fissuration et des ondes de surface qui permettent la destruction du calcul. Et il y a le phénomène de bulle autour du calcul qui permet une pression au niveau du calcul pour le fragmenter. On voit très bien que le principe de la lithotritie extracorporelle, c'est une zone focale F1 qui permet d'émettre des ondes de choc, ondes acoustiques. On les focalise pour avoir une concentration au niveau du F2. C'est le calcul. Les lithotripteurs qui ont été produits, ils sont définis par leur moyen de générer des ondes de choc extracorporel. Le modèle de base, c'était inventé par un Allemand à Munich, c'est Chaussy, dans les années 1980, et il a commencé par des baignoires. Il a commencé par des baignoires pour essayer d'avoir une onde de choc qui permet de progresser de la source F1 jusqu'au calcul sans avoir de l'air, une interposition de l'air pour avoir la transmission des ondes de choc. On trouve trois types de lithotripteurs extracorporels et on commence par les lithotripteurs hydroélectrolytiques. Ce sont des lithotripteurs où il y a une électrode qui permet de générer un courant par l'émission d'un courant, la concentration des ondes de choc pour une zone focale au niveau du calcul. Le souci de ces lithotripteurs était qu'elles interfèrent un peu avec le rythme cardiaque et il faut les coupler à un ECG pour ne pas stimuler le cœur en dehors des complexes QRS. On trouve plusieurs types de lithotripteurs hydroélectrolytiques et le premier qui a été produit par Dornier, c'est le HM3, c'est le plus utilisé, où les études ils ont commencé sur ce lithotripteur et puis on voit une multitude de lithotripteurs qui ont été produits, surtout par Dornier. Les lithotripteurs piézoélectriques, à la différence de hydroélectrolytiques où il y a une production du courant entre deux électrodes. La piézoélectrique, c'est une stimulation d'une quartz qui permet de l'oscillation, qui permet la production des ondes de choc. Donc, on trouve une multitude de générateurs qui sont focalisés sur le calcul. Donc, la petitesse des tâches focales, donc la F2, sera très petite et les pressions les plus faibles permettent de traiter sans anesthésie presque tous les calculs. Donc, la particularité des piézoélectriques, que la F2, elle est très petite, donc
ça donne pas beaucoup de douleur puisque ça sera focalisé au niveau du calcul et ça donne que le patient, on peut lui traiter sans anesthésie lors de la séance de lithotripsie. De la même manière, on trouve plusieurs types et le dernier, c'est le piézolite 3000. Les lithotripteurs électromagnétiques, c'est le troisième type. Ce sont des ondes de pression et issues de déplacements rapides d'un disque métallique. C'est comme un baffle pour la musique. Donc, il y a une bobine électromagnétique avec une membrane en avant et ça permet une lentille qui va focaliser au niveau de F2 les ondes électromagnétiques. Donc, la tâche focale est moins large, mais les pressions sont constantes. Donc, la particularité de ces lithotripteurs, que la pression, elle est constante pendant toute la séance. De la même manière, on trouve pas mal de lithotripteurs qui ont été émis, Siemens, Dornier et Storz. Donc, les paramètres influençant l'effet des ondes de choc, on trouve l'énergie de l'onde, la taille de la tâche focale, la fréquence et le nombre d'ondes de choc délivrées. Donc, il faut privilégier les lithotripteurs avec une tâche focale qui est large pour essayer de traiter le calcul, mais ça donne plus de douleur chez le patient. Donc, on va diminuer la fréquence. Avant tout, il faut mettre une fiche pour chaque patient pour essayer de voir la topographie, la nature du calcul, la mesure du calcul et s'il y a des facteurs associés chez nos patients. Et on commence par une préparation du malade à la lithotripsie extracorporelle par un bilan préopératoire et on doit rechercher s'il y a une infection urinaire. L'antibioprophylaxie de façon systématique n'est pas recommandée. Il faut utiliser l'antibiothérapie que lorsqu'il y a un ECBU positif et de commencer l'antibiothérapie avant la séance de lithotripsie. S'il y a le CBU est négatif, on peut faire notre séance, mais une remarque pour les calculs qui sont d'infection où on peut avoir une dissémination de germes lors de la séance de la lithotripsie. Donc, il peut y avoir une antibioprophylaxie qui peut être utilisée. La coagulation, un bilan de coagulation est souhaité et recommandé, surtout si les patients sont sous antivitamine K et sous anti-agrégants plaquettaires. Donc, il faut arrêter ces deux médicaments 10 jours avant la séance de lithotripsie. L'état cardiaque, surtout pour les patients qui sont porteurs de pacemaker, où on doit reprogrammer le pacemaker après la séance de lithotripsie. Et pour l'anesthésie, on a dit que les lithotripteurs piezoélectriques, ça donne moins de douleur lors de la séance. Donc, la majorité des lithotripteurs n'utilisent pas une anesthésie lors de la séance, mais on peut utiliser une anesthésie de type anesthésie générale, surtout pour les enfants, pour ne pas avoir des mouvements de respiration qui vont faire bouger le calcul. Et on peut utiliser des anesthésies locales, locaux-régionales, et même par des médicaments par voie orale. Donc, le déroulement de la lithotripsie extracorporelle, on commence par l'installation du patient. Donc, c'est une position sans mouvement pour avoir le maximum d'ondes de choc sur le calcul. Et c'est un décubitus dorsal ou un procubitus en fonction de la localisation du calcul. Le repérage du calcul, c'est par fluoroscopie qui est couplé à un bras, une échographie au niveau de la tête de tir. Donc, on peut faire des repérages sous scopie, fluoroscopie ou sous échographie. Le problème, c'est d'avoir une localisation qui est 3D. Donc, on a les deux axes, X et Y, c'est facile de les faire, mais surtout la profondeur qui est la plus difficile. Donc, on est obligé de faire tourner la tête, surtout en fluoroscopie, de 30 degrés pour essayer de voir la profondeur de ces calculs. Je vous montre à partir d'une vidéo comment localiser les calculs. Et c'est une vidéo qui est empruntée à l'équipe de Mondor. Donc, où on voit que les axes X et Y, c'est facile de les faire. On commence par on commence par donc, on commence par les deux axes X et Y au début. Donc, le patient, il est sur cette table-là et son calcul, il est repéré en fluoroscopie sur
le scope, sur le fluoroscope, et on commence par les deux axes X, Y, puis on fait tourner la tête de 30 degrés pour essayer de voir le calcul dans l'axe de 30 degrés pour voir la profondeur de ces calculs. Si on est correctement bien installé, on peut commencer la séance de lithotricie. Donc, la séance de lithotricie extracorporelle, il est conseillé en cours de la séance de vérifier le bon repérage du calcul. Au fur et à mesure, on fait la fragmentation. La puissance des ondes de choc sera augmentée progressivement de 1 à 1,5 Hz. Et la durée de la séance, elle est variable selon le temps passé pour repérer le calcul et pour une fréquence conseillée d'ondes de choc par 1 Hz. Une séance d'administration de 2000 ondes de choc va durer aux alentours de 35 minutes. Le suivi post-opératoire immédiat, il y aura des douleurs. Les suites immédiates en général sont peu douloureuses. Il y a une possibilité de crise de colique néphritique dans 20% des cas par une élimination des calculs. Elle sera calmée, cette douleur, par un traitement anti-inflammatoire et désantalgique. L'hématurie, elle est fréquente et souvent asymptomatique chez les patients. Il y aura une cure de diurèse en général suffisante pour traiter cette hématurie. L'expulsion des fragments, il faut filtrer les urines les 3 et les 4 jours après la séance de lithotricie. 34% des patients vont éliminer dans les 3-4 jours après la séance et il faut faire le bilan métabolique chez ces patients à partir des fragments qui sont émis par le patient. Les indications de la lithotricie en fonction de la nature du calcul. Donc, si on a un calcul d'oxalate de calcium monohydraté, la densité au scanner, elle sera supérieure à 1000 unités once field et la fragmentation, elle est intermédiaire et même difficile. Pour les calculs d'oxalate de calcium dihydraté, la densité, elle sera supérieure à 1000 unités once field au scanner et l'aspect de ces calculs sont généralement spéculés et la fragmentation sera facile. Les calculs de struvite, la fragmentation est facile en lithotricie. Les calculs de cystine, ils sont résistantes à la fragmentation. Il y a un contexte familial qu'il faut suspecter et la LEC facilite la dissolution secondaire. Pour les calculs d'acide urique, ce sont des calculs qui sont radiotransparents avec une densité inférieure à 500 unités once field et la fragmentation est plus ou moins facile. L'alcalinisation est recommandée avec la LEC. Donc, si je résume un peu, les calculs qui sont dits friables s'éliminent en général dans les 3 mois, sont d'oxalate de calcium dihydraté, les struvites, les carbapatites. Les calculs de burchite et de cystine sont les plus résistants à la LEC. Pour la taille de calcul, les calculs caliciels asymptomatiques de 5 mm ne doivent pas être traités systématiquement par la lithotricie et les calculs rénaux caliciels et les calculs piéliques de moins 20 mm sont traités par la lithotricie. Pour certaines équipes, ils augmentent la limite jusqu'à 3 cm. Donc, en fonction de la topographie, donc la localisation du calcul, la lithotricie permet de traiter tous les types de calculs, les caliciels inférieurs, caliciels supérieurs, caliciels moyens et les piéliques. Et les calculs du caliciel inférieur, la LEC est reconnue comme donnant de moins bons résultats. Et les calculs coralliformes, il faut essayer de ne pas le traiter simplement par une lithotricie. Si on revoit les recommandations de l'AFU, on voit très bien que pour les calculs qui sont inférieurs à 2 cm, la lithotricie elle est le standard utilisé. Pour les calculs qui sont supérieurs à 2 cm, et c'est en option qu'il faut utiliser la LEC, qu'on peut utiliser la LEC plus ou moins par l'utilisation d'une sonde de WJ de protection. Pour les calculs coralliformes, la LEC ne représente pas le traitement de référence. Elle est surtout associée à la néphrolithotomie percutanée. Pour les calculs de l'urtère, le standard pour le calcul lombaire, pour les calculs inférieurs à 6 mm, ils ont une chance d'être éliminés spontanément de 80%, donc on peut les surveiller. Supérieurs à 6 mm, il faut les traiter. Pour les calculs iliaques, la même chose. Et pour les calculs pelviens, on peut utiliser la lithotricie en comparaison avec une urétéroscopie. Pour les risques et les complications immédiates d'une séance de lithotricie, ce sont des complications, on a dit, comme l'hématurie, les douleurs et l'hématome sous-cutané, mais
il y a des complications qui sont plus graves, telles que l'hématome sous-capsulaire, qui représente un risque de 4,1% et ça augmente avec l'âge. Ça disparaît après 3 mois. Les altérations du parenchyme sont transitoires, généralement, et disparaissent dans les 15 jours. On peut avoir une élévation de il y a une élévation au niveau urinaire de quelques composants qui sont transitoires, qui va aller dans les 15 jours qui suivent la séance. Donc, les risques à moyen terme, c'est un empierrement du bas urétère et on voit cette image qu'il y a une accumulation de fragments au niveau de l'urétère pelvien. Lorsqu'il est asymptomatique, une attitude conservatrice est préconisée et il faut faire une dérivation lorsqu'il y a une complication telle que le sepsis, altération de la fonction du rein. On peut avoir aussi d'autres complications qui sont plus ou moins graves, surtout qui sont très rares. Les gastro-intestinaux, on peut avoir même une perforation intestinale après une séance de lithotricie. Donc, l'utilisation de lithotricie, on peut l'utiliser aussi dans les reins anormaux, mais le problème que les reins anormaux tels que les reins en fer à cheval et les reins sigmoïdes et les reins en L, généralement, il y a une légère obstruction au niveau des voies urinaires et les chances d'élimination des fragments obtenus, elle peut être très faible de 33%, mais elle peut aller jusqu'à 85%. Pour les reins multikystiques, on peut utiliser la lithotricie extracorporelle, mais le souci, c'est l'élimination de ces fragments. On peut avoir une fragmentation complète du calcul sans élimination de calcul. Pour le rein unique, j'ai mis l'image de la Gigi, donc il faut avoir une protection par une sonde WJ de façon presque systématique. Pour l'anévrisme de l'aorte abdominale qui est concomitant à une lithiase au niveau des voies urinaires, les calcifications latéro-vertébrales gauche d'une aorte calcifiée, d'un anévrisme de l'aorte abdominale doit discuter l'indication de la lithotricie puisqu'il y a un risque de fissuration sur une série, il est de 3 sur 12 patients. Pour les reins transplantés, la manifestation des calculs généralement par une hématurie, plus ou moins associée à une anurie complète, et la lithotricie est le traitement de première intention proposé pour les calculs de 2 cm symptomatiques. Les résultats de la lithotricie extracorporelle, il faut évaluer la séance de lithotricie après 3 mois par l'AUSP, l'échographie ou un scanner, et il y a un coefficient d'efficacité qu'on peut calculer, et les calculs rénaux sont éliminés généralement dans 70 à 80%. Pour les calculs urétéraux, ça varie en fonction de la taille et de la localisation du calcul, et on peut aller jusqu'à 90% d'efficacité. L'influence négative pour une séance de lithotricie, ce sont les patients obèses, la dureté du calcul, et les calculs anciens ou impactés, et les malformations rénales, et la multifocalité des calculs. Sur le plan pratique, lorsqu'on fait une séance de lithotricie, il faut attendre 3 semaines entre 2 séances et ne pas dépasser 2 séances en cas d'échec de fragmentation. Il faut combiner la LEC avec la néphrolithotomie percutanée pour les calculs complexes. En conclusion, la lithotricie extracorporelle par onde de choc est devenue le traitement de première intention de la majorité des calculs urinaires et les indications doivent cependant être raisonnées en fonction de critères précis basés sur la topographie, la nature du calcul, la taille du calcul. Des améliorations technologiques et des appareils permettent d'obtenir des meilleures fragmentations de tous les types de calculs en diminuant les complications de la lithotricie. Merci.